Ravi de vous retrouver sur la première radio-télévision communautaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Et pour démarrer cette édition, face au risque d'inondation, une délégation du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué une visite sur les sites les plus importants et sensibles de Kaffrine. L'objectif est d'évaluer l'état d'avancement des travaux en cours et d'échanger avec les acteurs locaux afin de faire le point sur la mise en œuvre des décisions précédemment prises. Compte rendu Fatou Sall. Lors de la visite de chantier, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est dit satisfait de l'avancement des travaux sur les différents sites de Kaffrine. Après avoir visité les sites les plus importants et les plus sensibles de Kaffrine, je suis heureux de pouvoir dire que pour l'essentiel, les travaux se déroulent normalement. Les délais que j'avais fixés pour la finalisation de ces travaux ne sont pas encore atteints, mais les travaux ont considérablement évolué. Il a par ailleurs souligné que des travaux sont en cours pour approfondir le bassin situé dans la commune de Nganda. C'est d'ailleurs ce bassin-là qui reçoit les eaux qui sont pompées à partir de la station de Diamaguène. Mais ce bassin n'était pas suffisamment grand. On est en train d'y mettre des travaux avec l'entreprise choisie pour cela, qui est en train de surcreuser, d'approfondir le bassin pour renforcer la capacité de stockage. Et un deuxième bassin est en train d'être réalisé à côté. Et les deux seront connectés pour pouvoir accroître justement les eaux qui pourraient arriver, en tout cas le stockage. Cheikh Tidiane Dièye a précisé que désormais, les eaux pluviales seront réutilisées grâce à un dispositif de traitement. Avec les cartographies que nous avons réalisées qui ont montré tous les éléments, toutes les zones, les sites, les espaces de ruissellement des eaux en gravitaire. Toutes ces données existent et ce sont ces données qui nous permettront de choisir les bons endroits de Kaffrine et pour y mettre des travaux importants de drainage et que ces eaux-là, justement dans le cadre de notre approche de la circularité de l'eau, pour pouvoir toujours réutiliser l'eau, notre ambition c'est de pouvoir les drainer quelque part pour faire des lacs artificiels et de pouvoir utiliser ces eaux-là pour l'agriculture. Plusieurs mesures ont été annoncées pour rassurer les habitants vivant dans les zones inondées et inondables. Ces derniers espèrent ainsi que cette année, le problème sera enfin résolu. À Kolda, l'armée déploie un hôpital de campagne de niveau 2 dans le département de Médina Yoro Foulah pour une durée d'1 mois. L'objectif est de renforcer l'accès aux soins de santé dans cette zone enclavée en apportant une prise en charge médicale gratuite, rapide et de qualité aux populations locales, nous dit notre reporter dans cette zone, Samba Diao. Dans le cadre du concept Armée-Nation, un hôpital militaire de campagne de niveau 2 a été déployé dans le département de Médina Yoro Foulah. Plusieurs spécialités interviendront pour une durée de 1 mois. La capacité d'accueil en termes d'hospitalisation, l'hôpital peut accueillir jusqu'à 60 malades par jour et cette prise en charge est gratuite, que ce soit sur le côté médicaments, alimentation. Donc c'est une prise en charge qui est gratuite totale. Il n'y a rien à payer. Et sur le plan consultation, on prévoit de faire 200 consultations par jour. L'hôpital s'est déployé avec une quinzaine de médecins et parmi ces médecins, on compte des réanimateurs, des pédiatres, un pédiatre du moins. Il y a des chirurgiens, que ce soit des chirurgiens viscéralistes ou orthopédistes. Il y a la cardiologie et la gynécologie aussi. Ce type d'hôpital certifié par l'OMS peut accueillir jusqu'à 60 patients par jour avec une prise en charge totale et des consultations gratuites. Quel est alors l'objectif recherché? C'est justement l'armée va apporter son concours à la prise en charge des populations et en particulier la prise en charge sanitaire. Donc là, on essaie de venir vers les populations, donc leur apporter un soutien sanitaire, peut-être qu'ils auraient dû faire des centaines de kilomètres ou bien des milliers de kilomètres. Donc là, on fait des opérations, on fait des accouchements. La preuve, il y a un enfant qui est sur la table pour une pathologie orthopédique. Là, c'est vraiment être au chevet de la population. Médina Yoro Foulah est l'un des départements au Sénégal où les infrastructures sanitaires sont quasi inexistantes. Le déploiement de cet hôpital militaire de campagne de niveau 2 va soulager le problème sanitaire de la population qui souhaite la pérennisation de telles initiatives.
Et pendant ce temps, pour faciliter la compréhension du JETP, partenariat pour une transition énergétique juste, le GRADES et l'AICF ont organisé une session de formation à l'intention des journalistes et des acteurs des médias. L'objectif de cet atelier est d'outiller les professionnels de l'information sur la question de la transition énergétique au Sénégal. Lamine Goudiaby et Aminata Abdoulaye Wade ont assisté à l'atelier. Plus de 50 journalistes et acteurs des médias ont été formés dans le cadre du programme de transition énergétique au Sénégal, communément appelé JETP. L'objectif était de sensibiliser les journalistes sur cette initiative, cet accord ou cet engagement du gouvernement du Sénégal datant de juin 2023, qui est déjà dans sa phase initiale d'élaboration du plan d'investissement. Donc sensibiliser les journalistes, les outiller, les donner toutes les informations relatives à ces initiatives. Les journalistes sont aussi attendus pour la mise en œuvre de cette initiative. En tant que journaliste, on se doit de nous former, de nous informer avant d'informer le public. Et notre rôle ne s'arrête pas à cela. C'est également de sensibiliser, de travailler également à garantir la transparence, mais également de faire de telle sorte que de pouvoir donner de l'information, pousser les décideurs également à prendre des décisions adéquates. Le CRADEX envisage aussi d'autres projets stratégiques avec ses partenaires. Le RICAN, qui est le projet de renforcement des capacités des acteurs non étatiques, continuer ces ateliers de renforcement de capacités pour aussi les parlementaires et d'autres acteurs autour de l'association des journalistes travaillant sur la question des ressources naturelles, autour de l'union des radios communautaires, mais aussi en collaboration avec le CESTI et la Maison de la Presse, de continuer des activités structurantes visant à effectivement faciliter la participation publique dans ce débat. En juin 2023, lors du sommet pour un nouveau pacte financier, le Sénégal et ses partenaires internationaux ont annoncé le lancement d'un nouveau JETP qui vise à produire 40% d'énergie renouvelable au Sénégal d'ici 2030. Toutefois, comment le Sénégal va-t-il honorer ses engagements dans un contexte de production de gaz et de pétrole? Et nous poursuivons cette édition. La Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique a entamé une opération de désencombrement de la commune de Touba Mosquée pour la préparation du Grand Magal de Touba. Le but de cette initiative est de libérer les emprises et de rendre la circulation des véhicules plus fluide. Voici le directeur général du cadre de vie, Kosso Sène, au micro de Falundong. Nous avons lancé au niveau national un programme Khalio, qui consiste à libérer les emprises et à faciliter la circulation en prélude du Magal de Touba. Donc c'est pour cette raison que nous avons initié cette initiative pour venir élargir, pour venir désencombrer les axes qui mènent vers la mosquée. Ce n'est pas seulement au niveau des axes où forcément il y a des gens qui pour vendre, mais aussi c'est des axes où il y a des objets qui sont fixes là-bas, des épaves et des axes aussi où il y a des tas. Donc on essaie d'enlever pour vraiment faciliter la circulation. D'autres choses aussi qu'on souhaite faire lors de cette... à Touba aussi, vous le constatez, il n'y a pas beaucoup de goudron, donc il y a beaucoup d'axes où il y a beaucoup d'eau. Donc on va faire une opération pour vraiment... pour vraiment compacter un peu le sol et remettre aussi du sable pour faciliter au moins le déplacement et éviter davantage les inondations qui vont venir. Éducation pour terminer. À l'approche du BFM, la pression monte entre stress, détermination et espoir. Les candidats au brevet de fin d'études moyennes redoublent d'efforts pour être prêts le jour de l'examen. Malgré des conditions parfois difficiles, ils s'organisent, s'encouragent mutuellement et gardent en tête un objectif clair, décrocher leur premier diplôme officiel et rendre fiers leurs parents. Anna Faye est allée à leur rencontre, suivons-les dans ce reportage.
À quelques semaines des épreuves du brevet de fin d'études moyennes prévues le 16 juillet, les candidats s'activent avec sérieux. Et déterminés à réussir, ils ne ménagent aucun effort pour être fin prêts le jour J. Je ne suis pas stressé. On n'attend que Dieu. Parce que les examens, tu vas le faire par force. Encore terminer le programme, ça reste quelques matières seulement. L'accent sur maths, PC et SVT, parce que ce sont les matières les plus scientifiques dans l'école. Ce candidat mise sur une bonne planification de son emploi du temps pour optimiser ses révisions. Moi, je prie et je révise. Je conseille de poser leur téléphone, concentrer sur le BFM, car il reste au moins d'un mois. Il faut au moins poser le téléphone et réviser une bonne fois pour toutes. Dire que ce n'est pas difficile serait se leurrer, mais on tient le coup tout de même, confie-t-elle. Et dans les classes, il fait très chaud, il n'y a pas de ventilo et tout. C'est très difficile même. Et ça ne nous empêche pas de réviser. Il invite ses camarades à prendre conscience des sacrifices consentis par les parents et à ne pas les décevoir. Les FUT ne payent pas, les FUT ne payent pas du tout. Il faut travailler quand même. Le travail est bon, il faut travailler. Nos parents payent beaucoup d'argent ici, à l'école. Ça paye beaucoup. Pas de FUT, il faut travailler très bien. Même si les conditions de révision restent difficiles en raison du stress ambiant, les candidats tentent tant bien que mal de s'adapter pour atteindre leur objectif, décrocher le diplôme. Anna Faye et bonne chance aux candidats du BFM. C'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Tout à l'heure à midi, vous aurez le rendez-vous du journal en Polar avec Aminata Abdoulaye Watt. Moi, je vous retrouve à 14h pour le journal en Diola. L'information continue sur iraksenegal.sn. Bon début de semaine et excellente journée à vous. Merci de nous avoir suivis.